Sorciers, sorcières, moldus et passionnés, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Magico Radio, votre radio magique locale en DAB+. C'est Tiffaine, Lucie et Justine avec vous pour animer votre soirée d'Halloween. Au programme de cette émission, quelques actus, évidemment, avec les derniers résultats de Quidditch. Il y a du mouvement aussi du côté d'Azkaban et un point sur vos transports préférés. Et si je vous dis le sorcier au cœur velu, Babity Lapina et la souche qui gloussait, ou encore l'incroyable conte des trois frères, vous me répondez ? Eh bien oui, les contes de Bédel le Barde. On en lira quelques passages, puisque quelques racontages sont prévus. Mais c'est pas tout. Justine fera bouillonner son chaudron aussi avec quelques recettes tout droit sorties de sous sa cape. Et on fera un petit tour parmi les observations de Monsieur Dragono avec la présentation de plusieurs créatures plus fantastiques les unes que les autres. Il fait nuit sur le monde de la magie ce soir. On vous souhaite un joyeux Halloween et on commence avec de la musique. Double Trouble sur Magico Radio. Vous êtes à l'écoute de Westrack. Et comme je vous le disais, avec nous ce soir, nous avons Justine et Lucie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et toi ? Ben oui. Alors, Justine, tu vas nous parler de recettes, mais pas que. Tu vas nous lire aussi quelques contes, c'est ça ? Exactement. Les contes en trio. En trio. Et pour les recettes, t'as déjà quelques petits noms de recettes là, pour nous donner un peu l'eau à la bouche, qui sait ? La traditionnelle bière au beurre, par exemple. Pour un esprit festif en ce soir d'Halloween. Des news du côté du coup de Lucie. Quelques titres à nous donner ? Surtout quelques mange-morts échappés d'Azkaban. Ça, c'est l'information principale de ce soir. Ça chauffe et on va en parler tout de suite. Il est temps, chers sorciers, sorcières, craquemolles et animagus, de faire le tour des informations dans le monde magique aujourd'hui. On commence avec une triste nouvelle. De nombreux prisonniers de la prison d'Azkaban se sont échappés ce jeudi et n'ont pas été retrouvés à ce jour. Le ministre de la Magie britannique, qui n'est autre que la bien connue Hermione Granger, déclare que la situation est sous contrôle et que les 5 mange-morts seront bientôt retrouvés.
Côté sport, un match de Quidditch a opposé ce week-end les Chudley Cannons à l'équipe française les Tapswaf de Quiberon à Dublin. Malheureusement, les Chudley Cannons n'ont pas réussi à égaliser avec l'équipe française. Les batteurs se sont vite rendus à l'évidence lorsque le vif d'or a été attrapé par l'attrapeur français. On souhaite aux Chudley Cannons bonne chance pour leur prochain match qui se déroulera vendredi prochain avec l'équipe du Luxembourg, les Bombardiers de Bigonville. Du côté des transports, le ministre des Transports magiques a pris la parole ce lundi, informant les usagers de poudre de cheminette qu'il faut se préparer à quelques régulations en raison des nombreux rassemblements familiaux durant la période d'Halloween par le réseau de cheminées. Pour l'occasion, le Magicobus est mis en place comme navette par le ministre de la Magie. Merci Lucie, et on va maintenant parler de ces fameuses recettes. Il y a quelques années, installé sur votre table dans la grande salle du collège Poudlard, un hibou grand-duc de l'école vient déposer devant vous une enveloppe avec votre nom écrit dessus, à l'encre verte. Vous décachetez rapidement votre courrier et y découvrez un carton d'invitation. Chers élèves du club de Slug, je serais ravi si vous pouviez venir vous joindre à moi pour une grandiose réception dans mon bureau le soir d'Halloween. Rendez-vous le 31 octobre à 18h dans les cachots de Poudlard. Signé Professeur Horace Eugène Flaccus Slughorn. PS. Venez déguisé et accompagné. Vous avez hâte de vous y rendre. Un seul détail vous dérange. La personne avec qui vous désirez le plus aller à cette fête semble ne pas savoir que vous existez. Qu'à cela ne tienne, vous braverez les interdits et fabriquerez un filtre d'amour. La fameuse recette de la potion d'Amortensia. Pour cela, vous aurez besoin de 2 sachets de thé d'hibiscus, de 2 tasses d'eau, d'une demi-tasse de limonade, de 2 cuillères à café de miel et de quelques gouttes d'extrait de vanille. Mettez une bouilloire, faites bouillir l'eau. Ajoutez les sachets de thé, dissoudre le miel et ajoutez la vanille. Mélangez et laissez refroidir. Retirez les sachets de thé et réfrigérez pendant environ 1 heure. Pour servir, versez la moitié du thé et la moitié de la limonade dans un verre et ajoutez des glaçons pour servir. Vous pouvez également verser le mélange dans des flacons ou des bouteilles individuelles. Vous aviez trouvé la boîte de chocolat parfaite pour y cacher votre filtre d'amour. L'heure et le lieu parfait pour que l'élu de votre cœur tombe dessus. Malheureusement pour vous, Rogue est arrivé bien avant. Trouvant la boîte suspecte, il lance un sort qui lui révèle le réel contenu. Vous êtes fait comme un rat. Rogue veut vous renvoyer immédiatement. Heureusement, le professeur Slughorn intervient et arrive à le convaincre d'alléger votre peine. Vous serez chargé du banquet et de la fête d'Halloween. Un vrai travail de géant. Une première idée vous vient en tête. L'incontournable bière au beurre. Pour cela, vous aurez besoin d'environ 60 g de beurre, de 50 centilitres de soda à la vanille, 60 g de sucre et 1 cuillère à soupe de mélasse. Vous devez faire fondre le beurre dans un petit chaudron sur feu doux. Ajoutez le sucre et mélangez doucement. Utilisez un pinceau humide afin de décoller les cristaux de sucre qui pourraient coller aux parois. Puis ajoutez la mélasse et faire bouillir environ 5 minutes. Laissez ensuite refroidir complètement. Versez 2 cuillères à soupe de sirop pour chaque chope, puis du cream soda ou le fameux soda à la vanille. Surmontez généreusement d'une dose de crème fouettée et savourez. Merci Justine, que de noms évoqués qui m'évoquent d'ailleurs ma superbe maison qu'est Serpentard entre Slughorn et Rogue. Je vous propose de retourner à l'époque du bal, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est le groupe The Wired Sister avec le titre Do the Hippogriff. I can't hear ya. All right. Come on, I want to see your hands in the air. We're going to teach you a brand new dance tonight. So move your body. You got to help us up once. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready?
C'était une dédicace d'un certain Monsieur Weasley à une Madame Weasley qui apparemment est fan du groupe. Il est temps maintenant de parler d'animaux fantastiques, et oui, quitte à parler d'hippogriffes. Et pour parler du coup d'animaux fantastiques, quoi de mieux que de se munir de son livre Vie et Habitat volume 1, signé Norbert Dragono, qui me suit personnellement depuis ma toute première année à l'école des sorciers. Passons à la page 38, la créature la plus terrifiante à mon sens, l'acromantule. La plus célèbre d'entre elles est bien sûr Aragog, connu dans l'histoire de la magie pour avoir été soupçonné à la place du basilic comme étant la créature tueuse à la botte de l'héritier de Serpentard. Bon, finalement on a bien su que ce n'était qu'un ami d'Hagrid. Pourtant, selon la classification du ministère de la Magie, l'acromantule est classée 5 étoiles, ce qui signifie que cette espèce est bien connue pour être une tueuse, voire une mangeuse de sorciers et de sorcières, et qu'il est totalement impossible de les dresser ou de les domestiquer. D'apparence, l'acromantule, c'est une tarentule, à quelques mètres près. En plus de son apparence horrible d'immense araignée velue, elle a la faculté de parler comme les humains. Et quand je vous parle de son immensité, l'écart entre ses pattes peut aller jusqu'à 4,50 m. On la distingue par ses 2 pinces qui produisent un cliquetis angoissant lorsqu'elle a peur ou qu'elle est en colère. Pinces qui permettent aussi de maintenir la victime lorsqu'elle lui injecte son venin mortel. Côté habitat, normalement, pas de panique, elle ne vit pas en bord de mer, donc il ne devrait pas y en avoir au Havre, mais elle vit bien en pleine jungle vers Bornéo. Elle tisse d'immenses toiles au sol en forme de dôme et la femelle peut alors y pondre jusqu'à 100 œufs. Petite info par ailleurs, que je suis obligée de vous transmettre, la commercialisation de ces œufs est formellement interdite par le département de contrôle et de régularisation des créatures magiques. Bon, comme on est en pleine période d'Halloween, en ce fin de mois d'octobre, je vous propose aussi d'évoquer un démon, le démon des eaux, Kappa. En effet, le Kappa est un démon des eaux japonais qui vit dans les mares et les rivières peu profondes. Il ressemble un petit peu à un singe, sauf qu'à la place d'une grosse fourrure velue, il porte des écailles comme les poissons. Sur son crâne, on peut apercevoir un trou comme un bol qui lui sert à transporter de l'eau. Alors, le Kappa, il n'est pas super sympa puisqu'il se nourrit de sang humain, tel un vampire. Mais on peut assez facilement le repousser. Pour ça, il suffit de lui jeter un concombre sur lequel est gravé le nom de la personne qui est là en face de lui. Et oui, ce n'est pas une blague. Et si vous n'avez pas de concombre, eh bien il est conseillé de faire sortir le Kappa de l'eau et de le forcer à se pencher pour vider l'eau qu'il a au creux de sa tête, ce qui aura pour effet immédiat de le vider complètement de sa force. Et si vous voulez apprendre davantage de choses sur les animaux fantastiques, leur vie et leur habitat, eh bien je vous conseille le livre de Norbert Dragono. On continue en musique, vous êtes toujours à l'écoute de Magico Radio sur Westrack Radio en DABUS+, et on continue d'ailleurs avec les Wired Sisters et leur titre Magic Works. This one's going out to all the lovers out there. Hold each other tight and keep each other warm. And dance your final dance. This is your final chance to hold the one you love. You know you've waited long enough. Don't be afraid.
want you to. Yeah, it's hard. You must be brave. Don't let this moment slip away. This is your final chance. Je vous propose de maintenant plonger dans nos contes préférés, les contes de Biddle le Barde. La fontaine de la bonne fortune. Haut sur une colline, dans un jardin enchanté entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges, jaillissait la fontaine de la bonne fortune. Une fois par an, au cours des heures qui séparaient le lever et le coucher du soleil, au jour le plus long de l'année, un malheureux et un seul se voyait accorder chance de se frayer un difficile chemin jusqu'à la fontaine, de se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la bonne fortune. Aujourd'hui, des centaines de gens arrivaient de tout le royaume pour atteindre avant l'aube les murs du jardin. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, doués de pouvoirs magiques ou pas, ils se rassemblaient dans l'obscurité, chacun espérant être celui ou celle qui parviendrait à pénétrer dans le jardin. 3 sorcières, chacune ployant sous le poids du malheur, se rencontrèrent dans les derniers rangs de la foule et se racontèrent leur détresse, tandis qu'elles attendaient le lever du soleil. La première, qui s'appelait Asha, était affectée d'une maladie qu'aucun guérisseur ne pouvait soulager. Elle espérait que la fontaine chasserait ses symptômes et lui accorderait une vie longue et heureuse. La deuxième, qui s'appelait Alteda, s'était vue voler sa maison, son or et sa baguette magique par un sorcier malfaisant. Elle espérait que la fontaine pourrait mettre un terme à son désarroi et à sa pauvreté. La troisième, qui s'appelait Amata, avait été abandonnée par un homme qu'elle aimait tendrement et elle pensait que jamais son cœur n'en guérirait. Elle espérait que la fontaine apaiserait son chagrin et sa nostalgie. Prenant pitié l'une de l'autre, les 3 femmes tombèrent d'accord. Si la chance les favorisait, elles s'uniraient et essaieraient d'atteindre la fontaine ensemble. Le premier rayon de soleil fendit le ciel et une brèche s'ouvrit dans le mur. La foule se porta en avant, chacun réclamant à grands cris la bénédiction de la fontaine. Des plantes grimpantes venues du jardin serpentèrent alors à travers la masse humaine qui se pressait contre la muraille et s'enroulèrent autour de la première sorcière, Asha. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière, Alteda, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier, à la mine lugubre, monté sur un cheval squelettique. Les plantes grimpantes tirèrent les 3 sorcières à travers la brèche du mur et le chevalier, arraché à son cheval, fut entraîné avec elle. Les cris furieux de la foule déçue s'élevèrent dans l'air matinal, puis se turent lorsque la muraille du jardin se referma. Asha et Alteda étaient en colère contre Amata, qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle.
Une seule personne peut se baigner dans la fontaine. Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nous trois s'y plongera sans avoir besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. À présent, Sire Sans Chance, ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays qui s'étendait au-delà des murs, comprit qu'il avait affaire à des sorcières et, comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique, ni aucune habilité en matière de tournoi ou de duel à l'épée, ni rien d'autre qui pût distinguer des autres un homme sans magie, il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. « Cœur de lièvre, tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but !» Ainsi, les sorcières et le chevalier mélancolique s'aventurèrent dans le jardin enchanté, où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance de chaque côté des sentiers, baignés par la lumière du soleil. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. Là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un ver, blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. À leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Sire Sans Chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais sa lame se cassa net. Puis, Altéda jeta des pierres au ver, tandis qu'Acha et Amata essayaient tous les sortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter, mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leur ami ou l'acier du chevalier. Le ver refusait de les laisser passer. Le soleil s'élevait de plus en plus haut dans le ciel et Acha, désespéré, se mit à pleurer. Le grand ver appuya alors sa tête contre celle d'Acha et but les larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarta et se volatilisa dans un trou du sol. Se réjouissant de sa disparition, les trois sorcières et le chevalier entreprirent d'escalader la colline, persuadés qu'ils atteindraient la fontaine avant midi. Parvenus à mi-hauteur, cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Sire Sans Chance prit son unique pièce de monnaie et la posa sur le flanc herbeux de la colline, mais elle roula sur la pente et fut perdue. Les trois sorcières et le chevalier poursuivirent leur escalade. Pourtant, ils eurent beau marcher pendant des heures, ils n'avaient pas avancé d'un pas. Le sommet ne s'était pas rapproché et l'inscription était toujours gravée dans la terre, devant eux. Ils étaient tous découragés, tandis que le soleil s'élevait au-dessus de leur tête et commençait à redescendre vers l'horizon lointain. Mais Altéda marchait plus vite et avec plus de force que les autres. Elle les exhortait à suivre son exemple, bien qu'elle ne parvint toujours pas à monter plus haut sur la colline enchantée. « Courage, mes amis, n'abandonnez pas !» Alors que des gouttes de sueur luisantes tombaient sur le sol, l'inscription qui leur barrait le chemin s'effaça et ils s'aperçurent qu'ils pouvaient à présent recommencer à monter. Enchantés de la disparition de ce deuxième obstacle, ils se hâtèrent en direction du sommet, avançant le plus vite possible, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la fontaine qui étincelait comme du cristal dans un berceau d'arbres et de fleurs. Avant de pouvoir l'atteindre, cependant, ils se retrouvèrent devant un cours d'eau qui coulait tout autour du sommet de la colline, leur interdisant le passage. Dans les profondeurs de l'eau, claire comme une pierre lisse, portaient ces mots. « Payez-moi avec le trésor de votre passé. » Sire Sans Chance essaya de franchir le cours d'eau en flottant sur son bouclier, mais il sombra. Les trois sorcières le tirèrent de l'eau, puis tentèrent à leur tour de sauter le ruisseau, mais il refusait de les laisser passer. Et pendant ce temps, le soleil continuait de descendre dans le ciel. Ils s'interrogèrent alors sur la signification du message inscrit dans la pierre, et ce fut Amata qui le comprit la première. Prenant sa baguette, elle arracha de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait passés avec son amoureux disparu, et les laissa tomber dans l'eau vive du courant. Le ruisseau les emporta, et des pierres émergèrent grâce auxquelles les trois sorcières et le chevalier purent enfin passer et gagner le sommet de la colline. La fontaine scintillait devant eux,
nichée parmi des herbes et des fleurs plus rares et plus belles que toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'à maintenant. Une couleur de rubis embrasait le ciel, et il était temps de choisir qui d'entre eux allait se baigner dans la fontaine. Mais avant qu'ils aient pu décider, la frêle Asha tomba sur le sol. Épuisée par tant d'efforts pour parvenir au sommet, elle était proche de la mort. Ses 3 amis auraient pu la porter jusqu'à la fontaine, mais Asha éprouvait une douleur mortelle et elle les supplia de ne pas la toucher. Altheda se hâta de cueillir toutes ces herbes dont les vertus lui semblaient prometteuses, les mélangea dans la gourde d'eau de cire sans chance et versa la potion ainsi obtenue dans la bouche d'Asha. Aussitôt, Asha put se relever. Mieux encore, tous les symptômes de sa redoutable maladie avaient disparu. Je suis guérie, je n'ai pas besoin de la fontaine, que ce soit Altheda qui s'y baigne. Mais Altheda était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier. Si j'arrive à guérir cette maladie, je gagnerai des tas d'or, que ce soit Amata qui se baigne. Cire sans chance s'inclina et fit signe à Amata de s'avancer vers la fontaine, mais elle refusa d'un hochement de tête. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux, et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel, infidèle, et qu'être débarrassé de lui suffirait à son bonheur. Mon bon chevalier, c'est vous qui devez vous baigner en récompense de votre noblesse de cœur. Alors, le chevalier s'avança, dans un bruit d'armure, sous les derniers rayons du soleil couchant, et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune, stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres, et étourdi par cette incroyable chance. Tandis que le soleil tombait au-dessus de l'horizon, Cire sans chance émergea de l'eau, auréolé par la gloire de son triomphe, et, dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était la femme la plus belle et la plus aimante qu'il eût jamais contemplée. Exalté par son succès, il la supplia de lui accorder sa main et son cœur, et Amata, qui n'était pas moins ravie que lui, comprit qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre. Les 3 sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils eurent tous les 4 une longue vie de bonheur, et aucun d'entre eux ne sut ni ne soupçonna jamais qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. Come seek us where our voices sound. We cannot sing above the ground. And while you're searching underneath, we've taken what you sorely missed. An hour long you'll have to look to bring back what it is we took. That past and other prospects black, too late, it's gone. It won't come back. Après un tour du côté des sirènes du lac, on revient sur Magico Radio, tout en fantaisie et en conte. Vous êtes à l'écoute de Westrack en Dabus+. Babiti Lapina et la souche qui gloussait. Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi stupide qui avait décidé qu'il devait être le seul à disposer de pouvoirs magiques. Il ordonna donc au chef de son armée de former une brigade de chasseurs de sorcières à qui il fournit une meute de chiens noirs et féroces. En même temps, il fit lire un avis dans chaque ville et village du royaume. Le roi recherche un professeur de magie. Aucun sorcier, aucune sorcière véritable n'osèrent se porter volontaires à ce poste, car tous se cachaient pour échapper à la brigade des chasseurs de sorcières. Cependant, un rusé charlatan, qui n'avait pas le moindre don en matière de magie, vit là une chance de s'enrichir et arriva au palais en prétendant être un sorcier d'un immense talent. Le charlatan exécuta quelques tours très simples qui convainquirent le roi stupide qu'il possédait des pouvoirs magiques et il fut immédiatement nommé grand mage en chef, maître de magie personnel du roi. Mais elle ne fonctionnera que lorsque vous serez digne d'elle.
Le charlatan demanda au monarque de lui donner un grand sac d'or afin qu'il puisse acheter des baguettes magiques et d'autres objets nécessaires à la pratique de son art. Il exigea également plusieurs gros rubis qui devaient servir à des sortilèges de guérison et 1 ou 2 coupes d'argent pour y conserver et y faire infuser des potions. Le roi stupide lui fournit tout cela. Le charlatan mit son trésor en sûreté dans sa propre maison et retourna dans le parc du palais. Il ne savait pas qu'il était observé par une vieille femme qui habitait une masure en bordure du parc. Elle s'appelait Babiti et c'était la blanchisseuse chargée d'entretenir la douceur, la blancheur et le délicat parfum de tout le linge du palais. L'épiant à l'abri des draps qui séchaient, Babiti vit le charlatan arracher 2 petites branches de l'un des arbres du roi puis disparaître à l'intérieur du palais. Le charlatan donna une des branches au roi et lui assura qu'il s'agissait d'une baguette magique dotée d'un formidable pouvoir. Chaque matin, le charlatan et le roi stupide sortaient dans le parc du palais où ils brandissaient leurs baguettes et criaient des inepties en direction du ciel. Le charlatan veillait à exécuter d'autres tours afin que le roi continue de croire à son talent de grand mage et au pouvoir des baguettes qui avaient coûté tant d'or. Un matin, alors que le charlatan et le roi faisaient tournoyer leurs baguettes et sauter en rond en scandant des rimes dépourvues de sens, un gloussement de rire parvint aux oreilles du roi. À la fenêtre de sa minuscule chaumière, Babiti la blanchisseuse observait le monarque et le charlatan en riant si fort qu'elle disparut bientôt de leur vue, car elle n'avait plus la force de rester debout. « Je dois singulièrement manquer de dignité pour faire tant rire la vieille blanchisseuse. » dit le roi. Il cessa de sauter en rond et de faire tournoyer sa baguette, puis fronça les sourcils. « Je suis lasse de m'entraîner. Quand serai-je prêt à jeter de véritables sortilèges devant mes sujets mages ?» Le charlatan s'efforça d'apaiser son élève, lui affirmant qu'il serait bientôt capable de réaliser stupéfiants prodiges, mais le rire de Babiti avait vexé le roi stupide, plus que ne pouvait s'en douter le charlatan. « Demain, nous inviterons notre cour à voir le roi faire une démonstration de magie. » Le charlatan comprit qu'il était temps d'aller chercher son trésor et de prendre la fuite. « Hélas, votre majesté, c'est impossible. J'avais oublié de dire à votre majesté que demain je dois partir pour un long voyage. » Si tu quittes ce palais sans ma permission, mage, ma brigade de chasseurs de sorcières te traquera avec ses chiens. Demain matin, tu m'aideras à montrer mes pouvoirs magiques devant les dames et les seigneurs de ma cour. Et si quelqu'un se moque de moi, je te ferai trancher la tête. » Le roi rentra à grands pas dans son palais, laissant le charlatan seul et apeuré. Toute sa ruse ne suffirait pas à le sauver désormais, car il ne pouvait ni s'enfuir, ni aider le roi avec des pouvoirs magiques dont tous deux étaient dépourvus. Cherchant un exutoire à sa peur et à sa colère, le charlatan s'approcha de la fenêtre de Babiti la blanchisseuse. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit la petite vieille occupée à polir une baguette magique. Derrière elle, dans un coin, les draps du roi se lavaient tout seuls dans un baquet en bois. Le charlatan comprit aussitôt que Babiti était une véritable sorcière, et puisque c'était elle qui l'avait mis dans cette terrible situation, elle pouvait également l'en sortir. « Vieille toupie, ton éclat de rire m'a coûté cher. Si tu ne m'aides pas, je te dénoncerai comme sorcière, et c'est toi qui seras déchiquetée par les chiens du roi. » La vieille Babiti sourit au charlatan et lui assura qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Le charlatan lui ordonna alors de se cacher dans un fourré pendant que le roi se livrerait à sa démonstration de magie et de jeter les sortilèges à sa place, à son insu. Babiti accepta, mais elle posa une question. « Et si le roi essaie de lancer un sort que Babiti ne peut exécuter ?» Ta magie dépasse de très loin l'imagination de cet imbécile. Et il se retira au château, très satisfait de sa propre ingéniosité. Le lendemain matin, toutes les dames et tous les seigneurs du royaume se rassemblèrent dans le parc du palais. Le roi monta sur une estrade dressée devant eux, le charlatan à ses côtés. « Je vais commencer par faire disparaître le chapeau de cette dame. » Caché à proximité, au creux d'un fourré, Babiti pointa sa baguette sur le chapeau et le fit disparaître. Grands furent l'étonnement et l'admiration de la foule, et bruyants les applaudissements qui saluèrent le monarque ravi. « Maintenant, je vais faire voler ce cheval. » Dans le fourré,
Babiti pointa sa baguette sur le cheval qui s'éleva haut dans les airs. La foule, plus enthousiaste et plus éblouie que jamais, exprima par une grande clameur son appréciation des talents magiques de son roi. Et maintenant ? Le roi regarda à droite, à gauche, à la recherche d'une idée. Le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières courut alors vers lui. « Votre Majesté, Sabre est mort ce matin après avoir mangé un champignon vénéneux. Ramenez-le à la vie, Majesté, grâce à votre baguette. » Et le capitaine hissa sur l'estrade le corps sans vie du plus grand des chiens de chasse aux sorcières. Le roi stupide brandit sa petite branche et la pointa sur le chien mort. Mais dans le fourré, Babiti sourit et ne se donna même pas la peine de lever sa baguette, car aucune magie ne peut ramener les morts à la vie. Voyant que le chien ne bougeait pas, la foule se mit d'abord à murmurer, puis à rire. On soupçonna que les 2 premiers exploits du roi n'étaient finalement que de simples tours d'illusionniste. Pourquoi cela ne marche-t-il pas ? Le charlatan songea qu'il ne lui restait alors plus qu'une seule ruse possible. « Là, Votre Majesté, là. Je la vois clairement, une mauvaise sorcière qui lance ses propres sortilèges maléfiques pour empêcher votre magie d'opérer. Qu'on l'arrête, que quelqu'un se saisisse d'elle. » Babiti s'enfuit aussitôt du fourré et la brigade des chasseurs de sorcières se lança à sa poursuite, lâchant ses chiens qui se mirent à aboyer avides du sang de leur proie. Mais alors qu'elle atteignit une haie basse, la petite sorcière disparut et quand le roi, le charlatan et tous les courtisans passèrent de l'autre côté, ils virent la meute des chiens de chasse aux sorcières aboyer en grattant la terre autour d'un arbre courbé par l'âge. « Elle s'est changée en arbre. Faites-la abattre, Votre Majesté. C'est la seule façon de traiter les sorcières maléfiques. » Une hache fut aussitôt apportée et l'on abattit l'arbre sous les acclamations des courtisans et du charlatan. Cependant, tandis qu'ils s'apprêtaient à retourner au palais, un gloussement de rire sonore les figea sur place. Imbécile ! Il est impossible de tuer un sorcier ou une sorcière en les coupant en 2. Si vous ne me croyez pas, prenez la hache et essayez donc de couper le grand mage en 2. Le capitaine de la brigade des chasseurs de sorcières était impatient de faire l'expérience. Mais alors qu'il levait la hache, le charlatan tomba à genoux, criant « grâce » et confessant son infamie. Tandis qu'on le traînait vers les cachots, la souche de l'arbre se mit à glousser plus bruyamment que jamais. En coupant une sorcière en 2, vous avez déclenché un épouvantable maléfice sur votre royaume. Désormais, chaque fois que vous ferez du mal à l'un de mes semblables, sorcières ou sorciers, vous sentirez comme un coup de hache dans votre flanc, et la douleur sera telle que vous souhaiterez en mourir. Le roi, à son tour, tomba alors à genoux et déclara à la souche qu'il allait immédiatement rédiger une proclamation par laquelle tous les sorciers et sorcières du royaume seraient protégés et autorisés à pratiquer leur magie en paix. Très bien, mais vous n'avez pas réparé vos torts envers Babiti. Tout, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous élèverez sur moi une statue de Babiti, en souvenir de votre pauvre blanchisseuse et pour vous rappeler à jamais votre propre stupidité. Le roi accepta aussitôt et promit d'engager le plus éminent sculpteur du pays pour qu'il fasse une statue en or. Puis le roi, honteux, et tous les nobles seigneurs et dames de la cour retournèrent au palais, laissant la souche glousser de rire derrière eux. Lorsque le parc fut à nouveau désert, un vieux lapin robuste et moustachu, une baguette magique serrée entre les dents, sortit en se tortillant d'un trou entre les racines de la souche. Babiti traversa le parc à grands sauts et s'en alla très loin. À tout jamais s'éleva alors sur la souche une statue d'or représentant la blanchisseuse. Et plus aucun sorcier, plus aucune sorcière ne furent persécutés dans tout le royaume. C'est le soir d'Halloween, vous êtes sur Westrack en DAB+, avec Magico Radio. On s'écoute tout de suite la chanson du Choixpeau. You may not think I'm pretty, but don't judge on what you see. I'll eat myself if you can find a smarter hat than me. You can keep your bowlers black, your top hat sleek and tall. For I'm the Hogwarts sorting hat, and I can cap them all. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. You might
might belong in Gryffindor, where dwell the brave at heart. Their daring nerve and chivalry set Gryffindors apart. You might belong in Hufflepuff, where they are just and loyal. Those patient Hufflepuffs are true and unafraid of toil. Or yet in wise old Ravenclaw, if you've a ready mind, where those of wit and learning will always find their kind. Or perhaps in Slytherin you'll make your real friends. Those cunning folk use any means to achieve their ends. So put me on, don't be afraid, and don't get in a flap. You're in safe hands, though I have none, for I'm a thinking cap. Sacré choix peau. Le magasin Weasley Farce pour sorciers facétieux propose pendant cette période d'Halloween une toute nouvelle pâte à citrouille explosive et un nouvel assortiment dans la boîte à flemme, si célèbre dans les rangs de l'école de magie Poudlard. L'école de magie Poudlard a d'ailleurs vivement rappelé aux parents et aux élèves que toute farce d'Halloween était interdite lors du banquet du 31 octobre, en raison notamment de l'utilisation excessive de produits Weasley l'année dernière. Le professeur Neville Londubat, professeur de botanique à Poudlard, mais aussi connu pour l'époque de la bataille de Poudlard évidemment, nous a d'ailleurs rappelé lors d'une précédente interview que l'année passée, plusieurs élèves avaient fait entrer un troll dans le château, pendant que d'autres avaient utilisé des feux d'artifice Weasley dans les toilettes de Mimi Géniard. Une information qui vient de tomber à l'instant, le gagnant de la loterie du Galion organisée par la Gazette du Sorcier est Lume Pollywog. Félicitations à vous! Félicitations à vous. Alors, pas de mauvaise sorcellerie, pas de farce, non, mais pourquoi pas quelques recettes. Et pour ça, on retrouve une fois encore Justine. Après la fameuse bière au beurre, il vous faut maintenant trouver quelque chose d'emblématique, propre à cette fête si particulière et qui pourrait se fondre dans le décor. Quoi de plus représentatif qu'une citrouille en cette période ? Nous voilà donc sur la recette du fameux jus de citrouille. Pour ceci, vous aurez besoin de 500 g de potiron, 50 centilitres de jus d'orange, 175 g de miel et quelques graines de pavot. Tout simplement, épluchez, videz et coupez le potimarron en morceaux. Dans une casserole, faites chauffer le potiron et le jus d'orange pendant environ 30 minutes. Mixez, ajoutez le miel, laissez refroidir. Voilà qui devrait ravir vos camarades les plus traditionnels. Qui dit Halloween, dit forcément confiserie. Bien évidemment, vous passerez commande chez Onéduc. Mais vous décidez de créer vos propres choco-grenouilles. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de chocolat de couverture, de 70 g de beurre de cacahuète, 25 g de sucre de canne, une pincée de vanille et une pincée de sel. Tempérez votre chocolat ou faites-le fondre au bain-marie et le retirez du feu quand environ la moitié du chocolat est fondu. Continuez de mélanger pour laisser le reste fondre doucement. À l'aide d'un pinceau, passez une couche de chocolat à l'intérieur des moules. Retirez l'excédent du chocolat sur le moule. Laissez prendre au frais 5 minutes environ pour que le chocolat durcisse et renouvelez l'opération. Mélangez le beurre de cacahuète, le sucre, la vanille et le sel dans un petit bol, puis garnir l'intérieur des coques en chocolat et les fermer avec une couche de chocolat. Bien lisser sur le moule avec une spatule pour retirer l'excédent. Bien laisser durcir et démouler les chocolats. Vous n'avez plus qu'à lancer votre sort pour les animer. Le grand soir arrive et vous avez terminé de préparer le banquet. Malheureusement, vous avez été tellement occupé par ces préparatifs que vous en avez oublié votre premier objectif, inviter l'élu de votre cœur. Mais voilà que cette personne passe la porte et se dirige vers vous.
Elle vous explique qu'elle a eu vent de votre retenue et de sa raison. Vous décidez alors de faire plus ample connaissance en dégustant ensemble l'un des desserts favoris du célèbre Harry Potter, la tarte à la mélasse. Pour cela, vous aurez besoin d'une pâte à tarte sablée, de 105 g de cassonade, 195 g de farine, 12 centilitres de mélasse. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez également utiliser du miel bien épais, 18 centilitres d'eau à température de la pièce, un œuf, 105 g de sucre blanc, un sachet de levure chimique et 95 g de beurre. Chauffez le four à 190 degrés. Mettez la pâte dans le moule et étalez bien sur les bords. Placez la pâte au frais pour bien la faire tenir en place. Dans un saladier, nous allons faire une base de crumble. Il faut donc mélanger avec les doigts la cassonade, le sucre blanc, le beurre que l'on aura coupé en petits morceaux, sans oublier la farine. Une fois que l'on a la bonne base de crumble, dans un saladier ou un grand bol, mettez ensemble avec l'eau, la mélasse, l'œuf et la levure chimique. Mélangez tout ça activement avec un fouet. Sortez la pâte du frigo, versez la moitié du crumble au fond et tapissez. Rajoutez ensuite le mélange avec la mélasse. Versez le reste du crumble. Vous pouvez maintenant faire cuire 30 à 45 minutes. Une fois moins chaude, placez la tarte au réfrigérateur pour aider la solidification. Et joyeux Halloween à tous! Après la fontaine de la bonne fortune, Babity Lapina et la souche qui gloussait, passons maintenant à l'un des plus grands classiques du genre, légende ou histoire véritable. Le conte des trois frères. Il était une fois 3 frères qui voyageaient au crépuscule le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les 3 frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux en leur interdisant le passage. C'était la mort, et elle leur parla. Elle était furieuse d'avoir été privée de 3 victimes, car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur talent de magicien et leur annonça que chacun d'eux avait droit à une récompense pour s'être montré si habile à lui échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait les combats, lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres, une baguette qui garantirait toujours la victoire à son propriétaire, dans tous les duels qu'il livrerait, une baguette digne d'un sorcier qui avait vaincu la mort. La mort traversa alors le pont et s'approcha d'un sureau sur la berge de la rivière. Elle fabriqua une baguette avec l'une des branches et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort un peu plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa alors une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle demanda ensuite au plus jeune des 3 frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des 3, et la mort ne lui incitait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Puis elle s'écarta et autorisa les 3 frères à poursuivre leur chemin, ce qu'ils firent, s'émerveillant de l'aventure qu'ils venaient de vivre et admirant les présents que la mort leur avait offerts. Au bout d'un certain temps, les 3 frères se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa propre destination. L'aîné continua de voyager pendant plus d'1 semaine et arriva dans un lointain village. Il venait y chercher un sorcier, avec lequel il avait eu une querelle. À présent,
Bien sûr, grâce à la baguette de Sureau, il ne pouvait manquer de remporter le duel qui s'ensuivit. Laissant son ennemi mort sur le sol, l'aîné se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne. Une baguette qui le rendait invincible, affirmait-il. Cette même nuit, un autre sorcier s'approcha silencieusement du frère aîné qui dormait dans son lit, abruti par le vin. Le voleur s'empara de la baguette et, pour faire bonne mesure, trancha la gorge du frère aîné. Ainsi, la mort prit le premier des 3 frères. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui où il vivait seul. Là, il sortit la pierre qui avait le pouvoir de ramener les morts et la tourna 3 fois dans sa main. À son grand étonnement et pour sa plus grande joie, la silhouette de la jeune fille qu'il avait un jour espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut aussitôt devant ses yeux. Mais elle restait silencieuse et froide, séparée de lui comme par un voile. Bien qu'elle fût revenue parmi les vivants, elle n'appartenait pas à leur monde et souffrait de ce retour. Alors, le deuxième frère, rendu fou par un désir sans espoir, finit par se tuer pour pouvoir enfin la rejoindre véritablement. Ainsi, la mort prit le deuxième des 3 frères. Pendant de nombreuses années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des 3 frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis, il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie. Tels des égaux, ils quittèrent ensemble cette vie. Et c'est déjà la fin de cette émission. C'était Magico Radio sur Westrack en DAB+. Peut-être à l'année prochaine pour nous retrouver avec cette émission magique destinée à toutes les sorciers, moldus et passionnés du Havre et des alentours. Merci Justine, merci Lucie. Merci à toi. Merci à toi. Et peut-être à Halloween prochain pour une nouvelle émission Magico Radio sur Westrack. Et on se quitte en musique. Très bonne fin de soirée sur Westrack et à bientôt.